sans fanfare ni trompette, eh bien, l'Europe continue de se construire et de se renforcer. C'est le point de vue de Thibaut Prévet. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Économiste indépendant, auteur de Démographie, la bombe tranquille aux éditions du Rocher. Pour vous, l'Europe paralysée, c'est un souvenir, pourtant ça avance doucement quand même, non ? Ouais, ça avance doucement, mais c'est comme ça qu'on se construit. C'est-à-dire que la réalité, c'est que le bruit, tout ça, c'est sympa, mais ça fait beaucoup de bruit quand ça rate. Je vous rappelais, en 2012, il faut juste se remettre un peu dans le contexte, on découvre une autre histoire. La Grèce est en grande difficulté. Ils traitent les Allemands de nazis en demandant qu'on leur rembourse les dégâts de la Seconde Guerre mondiale, pendant que les Allemands insultent les Grecs pour avoir acheté des trucs sans les moyens, alors qu'ils leur achetaient eux-mêmes. Donc on était quand même dans une cacophonie, au moment où on parle d'Italexit, de Brexit, de Frexit, donc on était quand même dans une panade générale, avec l'idée consensuelle que Mario Draghi a un peu aidé à sauver la zone euro. Aujourd'hui, qui parle de ça ? Quel président de banque centrale locale parle en même temps que le banquier central pour dire l'inverse, comme c'était le cas avec Schauble et Draghi. Quelle dissension on a ? Quel parti aujourd'hui propose de sortir de l'Union européenne ? Tous ces éléments me permettent de voir qu'en réalité, sans bruit, on a une construction européenne. Je pense qu'elle est très bien résumée par cette phrase on entend les arbres tomber, on n'entend pas la forêt pousser. Il y a une cacophonie, tout le monde en parlait tout le temps. Là, on a des avancées tout le temps. Oui, après, on sait bien que le PIB par tête en Europe a décroché par rapport aux États-Unis. On est pris d'un côté entre les géants de la tech américains et puis la puissance industrielle chinoise. C'est d'autant plus fort, en fait, parce que quand vous êtes l'Europe, que vous êtes les plus gros, malgré tout, consommateurs, que vous avez un rôle à jouer là-dedans, avec cette dynamique plus faible, avec nos défauts sur l'innovation, si on est tout seul, on n'existe nulle part. Alors que si on est réunis, on le voit d'ailleurs dans les discussions géopolitiques avec Donald Trump. Donald Trump n'a pas cessé d'essayer, en attaquant le vin, les voitures allemandes, de séparer les pays européens en leur proposant des accords avec chaque pays, ce qui n'est même pas légal dans l'Union européenne, de nous séparer parce qu'il voit bien que réunis, il y a une force dans l'Union européenne, il y a un impact qu'on peut avoir sur les sociétés américaines, il y a un impact géopolitique. Le deal qu'on a passé avec les Américains n'est pas du tout à notre avantage, bien au contraire. Non, mais après, de la guerre commerciale. Mais après, c'est aussi tout ce travail qu'on a à faire justement pour sortir de ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dépendant de toutes les infrastructures, de tous les systèmes américains numériques, vous êtes pieds et poings liés. Donc c'est tout cet enjeu de la construction de la défense, d'être capable de soutenir l'Ukraine sans avoir besoin d'un allié qui est versatile. Justement, alors ça, évidemment, ça ne se construit pas en une journée. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'aujourd'hui, on était un peu, il y a 20 ans, pieds et poings liés, qu'on l'est un peu moins, et qu'il faut qu'on ne le soit plus du tout d'ici une vingtaine d'années. Et ça, c'est un travail. Où ça avance vraiment ? Alors, il y en a eu plein. De manière concrète, même si ça n'intéresse personne. Non, mais effectivement, vous avez ce rapport Draghi, vous avez ces un tiers des recommandations du rapport Draghi a été implémenté. Ce qui est pour une vision européenne et d'une vitesse complètement sidérante. On est en train de terminer notre marché commun. On est en train de reparler de l'union bancaire. On a eu un engagement quasi total des États-Unis de la défense de l'Ukraine. Et il y a eu un relais qui a quand même été pris au niveau de l'Europe, ce qui a permis, entre autres, à l'Europe d'exister, puis à l'Ukraine de progresser, même si c'est surtout grâce à eux. On a eu aussi un impact dans le conflit iranien, où l'Europe a su être beaucoup plus neutre, justement refuser parfois aux États-Unis ce qu'ils demandaient. Donc moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est surtout de l'unité. Si on veut construire, il faut de l'unité. Ce qui est un vrai problème en Europe, ça a été ça. Ça a été longtemps des gens qui parlaient, des autres qui disaient le contraire immédiatement. Et en fait, on s'est réorganisé d'une manière beaucoup plus efficace. Et en fait, ça passe aussi par une phase un peu de paralysie. C'est-à-dire que tous les pays européens ont l'habitude de fonctionner avec des coalitions. Nous, en France, on commence à découvrir ça. Alors c'est vrai que quand il y a des coalitions très larges quelque part et d'autre part des pays qui ont la majorité pour cohabiter, c'est plus compliqué. Quand tout le monde commence à être dans la logique de coalition, on apprend ce système qui va être efficace. Il faut se rappeler que les États-Unis, c'est une république fédérale. Ils n'ont pas immédiatement réussi à trouver une cohérence nationale très forte. Nous, on est dans cette logique-là. Donc je pense qu'il y a, si on arrive à lutter contre les embûches, y compris internes, une construction européenne qui se fait à bas bruit, avec des visions, data center. Il y a un vrai réveil pour vous. Ouais, il y a un vrai réveil, il y a une vraie conscience. Et surtout, et là je trouve... Merci Trump. Oui, merci Trump. Et surtout, ce que je trouve le plus important de très loin, c'est qu'il y a un sentiment. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de sentiment européen. Pas du tout. On critiquait toujours les autres pays, on n'avait pas la vision d'être européen, que ça apportait quelque chose qui était une force, et tous les partis voulaient se barrer, tout en comprenant qu'avec nos problèmes de dette ou autre, ça allait être compliqué, mais que c'était politiquement un choix très fort de vouloir se barrer. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Il n'y a plus du tout de sentiment européen. Vous parlez à des Français, ils ne vous diront pas « l'Europe c'est tout pourri, ça ne sert à rien ». Non, il y a une cohérence nationale qui s'est installée. De la même manière... Il n'y a pas de volonté d'avoir un saut fédéral et de plus de fédéralisme en Europe pour autant. De plus en plus. En tout cas, il y a de moins en moins de rejets, il y a de moins en moins de travail là-dessus. Et on a eu cet exemple, on peut encore remercier les Anglais qui sont partis, où toute la population le regrette. Ça a donné un exemple à tous les autres pays que se barrer n'était pas forcément mieux. Et on le voit bien aussi, les économies d'échelle. C'est-à-dire que les Américains nous ont dit, oh là, vous vous rendez compte que la diplomatie de l'Union européenne, ça nous coûte une fortune. Bon, ils ont dû prendre quasiment autant de diplomates que tous ceux de l'Union européenne pour eux-mêmes, parce que, quel que vous soyez l'Europe ou l'Angleterre, il y a autant de pays dans le monde
monde avec qui avoir des relations diplomatiques et des accords commerciaux. Donc c'est vrai que moi, je trouve qu'on ne parle pas du tout de ça, que grâce au coup de semonce de Trump qui nous oblige à nous unir, on renvoie un front qui est de plus en plus uni, qui est de plus en plus cohérent. On parle ensemble à Trump, on parle moins chaque pays qui défend son bout de gras. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il faut aller au bout de l'union bancaire, il faut aller au bout de l'union de la dette, à terme, du marché commun. Ce sont des vieux serpents de mer, tout ça. Et surtout du fiscal. Oui, mais si on prend sur 15 ans tout ce qui a déjà avancé, moi je suis assez confiant, alors que je dois l'avouer, en 2012, je l'étais assez moyennement. Sur la fiscalité ? Il faut le noter. Sur la fiscalité, notre sujet, c'est de traiter les ennemis de l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on a déjà réussi à gérer la Hongrie, qui collait des vétos systématiquement dans une vision pro-Poutine-Trump qui était relativement problématique. Ouais. C'était avant. C'était avant. Ça fait quelques mois maintenant, mais ça ne fait pas de mal. Maintenant, l'autre sujet, c'est que, vous le savez, on le voit d'ailleurs maintenant, même les banques centrales, dans leurs prévisions, sont obligées de virer l'Irlande, tellement elles faussent les chiffres. Parce que, je vous rappelle Pourquoi l'Irlande fausse les chiffres ? Parce qu'en fait, l'Irlande a proposé des statuts fiscaux extrêmement intéressants aux GAFAM, qui viennent y mettre leur siège, qui facturent un peu le système McDonald's, ou quand Total met ses revenus en Suisse, toutes ses revenus depuis là-bas, ce qui fait qu'elle fait quasiment tout son résultat, donc on nous explique qu'elle gagne énormément d'argent en Irlande et qu'elle n'en gagne pas du tout dans le reste de l'Europe, c'est vraiment pas de chance. Et ce faisant, l'Irlande a des recettes fiscales imposables colossales qu'elle n'impose pas du tout. Donc en fait, elle vient nous piquer nos recettes, et nous, comme on sait faire en France, on met des taxes à la place pour compenser. La réalité, c'est que du coup, l'Irlande, tout le monde nous dit « Ah oui, c'est un super pays économiquement, ça a déroulé ». Je vous rappelle qu'en 2017, ils ont dû faire 32 de croissance. Là, on a des années où ils font plus 12 puis moins 8, puisqu'évidemment, leur PIB, c'est le chiffre d'affaires des GAFAM sur la zone, donc ça fait des variations qui sont colossales. Ça vient saper le droit à l'impôt européen, ça vient saper l'organisation, ça vient pousser Qu'est-ce qui a été fait ? l'entreprise à optimiser. Pour l'instant, la logique que de l'emploi, c'est de dire on va faire ces taxes GAFAM et autres pour retaxer ceux qui ne sont pas assez. C'est un peu le système américain, de dire si vous êtes taxé moins ailleurs, vous payez le complément chez nous. C'est ce qu'eux font. Ouais. Alors ça leur plaît pas quand on essaie de faire pareil, mais je pense qu'il faudrait probablement être beaucoup plus dur vis-à-vis de l'Irlande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui essayer de créer une union avec une sorte de parasitage interne en essayant de piquer les recettes. Donc c'est vrai qu'on règle ça aussi à coup d'amende, etc. Mais il faut qu'on arrive à régler ça. Il y a de moins en moins d'acteurs qui ne jouent pas le jeu au sein de l'Europe, qui viennent bloquer les projets des autres. Voilà, la Hongrie, c'était le sujet diplomatique. L'Irlande est celui de la fiscalité, de la taxation, qui est le plus problématique avec un peu le Luxembourg. Je pense que c'est des sujets auxquels il faut qu'on s'attaque de manière assez forte. Il faudra aussi s'attaquer peut-être à l'IA et à la tech en Europe quand même. Hein. Un jour. Ouais. Ça fait partie des sujets qu'il faudra des points de vigilance. Ça fait partie des sujets, mais regardez l'introduction de SpaceX. Je veux dire, on parle de lever 80 milliards d'un coup, on parle d'enjeux à coût de dizaines de milliards dans les GAFAM. Ouais, on est loin, nous. Nous, notre champion, c'est ASML. ASML, on parle de 5, 6, 7, 10 milliards de CAPEX par an, donc de recherche et développement. On est dans des montants qui sont ridicules, donc il va falloir aussi qu'on fasse émerger ça. Ça passe par l'émergence d'une culture financière qui est souvent liée à la retraite par capitalisation pour que chacun investisse. Donc, c'est des projets qu'il faut planifier. Dans le très long terme, il faut qu'on revienne sur de la planification. Elle commence à exister à l'échelle européenne, il faut qu'on renforce ça. Allez, merci beaucoup, point de vue signé Thibaut Prébet. Merci Thibaut. Merci.